Chapitre 12. Mouvement des satellites et des planètes. Premièrement, les lois de Kepler. Commençons par la première, loi des orbites elliptiques 1605. Cliquons sur l'animation. Le Soleil occupe un des foyers de l'ellipse. Une ellipse, une sorte de cercle légèrement aplati. Cette ellipse possède deux foyers, un ici et un ici, symétriques par rapport au centre de l'ellipse. Nous voyons donc que le Soleil occupe un des foyers de la trajectoire elliptique des planètes autour de lui. Première loi, toutes les orbites des planètes sont des ellipses dont le Soleil occupe l'un des foyers. Seconde loi ou loi des airs 1604. Cliquons sur l'animation. Nous démarrons avec une orbite quasi circulaire. Nous voyons que pendant des intervalles de temps delta t égaux, la planète balaye des surfaces des airs à peu près égales. En changeant l'excentricité, c'est-à-dire la forme de cette ellipse, nous observons le même phénomène. Pendant des intervalles de temps delta t égaux, les aires balayées sont égales. À remarquer que quand la planète est loin du Soleil, elle va doucement, et quand elle va vers le Soleil, sa vitesse est plus importante. Dans le cadre de la terminale, nous nous contenterons des orbites circulaires et nous pouvons observer que la vitesse de la planète est quasi constante. Pendant des intervalles de temps delta t égaux, la planète, pas la planète, balaye des surfaces S de l'ellipse égales. Si delta t égale t1 moins t0 égale t3 moins t2, intervalle de temps égaux, alors la surface S1 égale la surface S2. Troisième loi ou loi des périodes. La période de révolution au carré, qu'on pourrait appeler la période t évidemment, période de révolution au carré divisée par le demi-grand axe petit a au cube. Demi-grand axe, eh bien, qu'est-ce que c'est que le demi-grand axe? C'est ici la moitié de cette distance. Le demi-petit axe serait la moitié de cette distance. Et au cube, donc, est une constante. Elle ne dépend pas de la planète, mais uniquement de la masse ms du Soleil et de la constante d'attraction universelle g. Donc t au carré, période de révolution de la planète, c'est-à-dire la durée que met la planète pour faire un tour autour du Soleil, divisé par demi-grand axe au cube, égale 4 pi carré sur gms. Sur cette figure, nous voyons la valeur 2 fois A, 2 fois A et 2 fois B. 2 fois A représentant le grand axe et 2B le petit axe. Donc A est bien le demi-grand axe et B est bien le demi-petit axe. A noter que G est la constante de gravitation universelle et ms la masse du Soleil. Bien, qu'est-ce qu'on appelle la force d'attraction gravitationnelle? Eh bien, un corps ponctuel A de masse ma exerce sur un corps ponctuel B de masse mb une force d'attraction telle que F de A sur B égale moins G MAMB sur AB carré fois le vecteur UAB. UAB est donc le vecteur unitaire. Sa norme est sans unité comme tout vecteur unitaire. Sa direction c'est la droite AB et le sens de A vers B. La force d'interaction gravitationnelle est exprimée en newton. Évidemment que F de B sur A égale moins F de A sur B, d'après le principe d'interaction. Mouvement circulaire uniforme maintenant. Premièrement, la base de Freinet. Dans le cas des mouvements circulaires,
On n'utilise pas le repère cartésien, mais le repère de Freinet, défini par deux vecteurs orthonormés dans le plan, taux n. Soit un point P mobile décrivant une trajectoire curviligne, la base de Freinet à l'instant t est taux vecteur unitaire tangent à la trajectoire au point P, orienté généralement dans le sens du mouvement, et n vecteur unitaire normal à la trajectoire et centripète. Ici on voit dans ce mouvement circulaire le vecteur taux tangent à la trajectoire, le vecteur n orienté vers le centre de la trajectoire. Alors que vaut le vecteur accélération pour un mouvement circulaire uniforme? Eh bien, pour un mouvement circulaire uniforme de rayon r, le vecteur accélération et le vecteur vitesse d'un point mobile sont v vecteur vitesse égale norme de v fois taux. Le vecteur vitesse est suivant n. Taux, pardon. Le vecteur vitesse est suivant taux. Et le vecteur accélération est orienté suivant le centre de la trajectoire pour un mouvement circulaire uniforme. Et le vecteur accélération vaut v carré sur r fois n. Vecteur n. V étant la vitesse et r le rayon de la trajectoire. Deux formules à connaître. L'accélération est centripète, orientée vers le centre de la trajectoire. Donc vitesse et accélération du centre d'inertie d'une planète. On se place dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. La seconde loi de Newton nous donne pour l'accélération, eh bien, masse de la planète fois l'accélération égale la force du soleil sur la planète, moins g ms mp sur r carré, r étant le rayon de la trajectoire, fois le vecteur USP. Le vecteur USP ici est opposé au vecteur n ici, donc USP égale moins n. Donc l'accélération égale gms fois r carré divisé par r carré fois le vecteur n égale v carré sur r fois n, puisqu'on a vu que l'accélération est égale à v carré sur r fois n. Donc le vecteur accélération, voilà son expression, et la vitesse nous est donnée par cette expression. Ces deux coordonnées étant égales, la vitesse est égale à racine carrée de g fois ms sur r. Il faut savoir refaire cette démonstration. La période de révolution de la planète, c'est-à-dire durée que met la planète pour faire un tour autour du Soleil, est égale à quoi? Eh bien la vitesse, c'est 2 pi r, c'est-à-dire la longueur de cette trajectoire divisée par une période t, et elle est égale à racine carrée de gms sur r, ce qui nous fait, après calcul, la période t égale 2 pi fois racine carrée de r cube sur gms. Satellite de la Terre en mouvement circulaire uniforme. Cas d'un satellite quelconque. Le mouvement des satellites se fait dans un plan contenant le centre d'inertie de la Terre GT. En effet, la force de gravitation exercée par la Terre sur le satellite est centripète, comme nous le voyons sur ce schéma. Ce schéma nous montre également que le rayon de la Terre est indicé RT, que l'altitude est petit h. La vitesse et la période d'un satellite sont donc par conséquent V égale GMT sur RT plus H, comme nous l'avons vu précédemment. C'est égal à 2 pi r, c'est longueur de cette trajectoire circulaire sur la période de révolution du satellite autour de la Terre. Donc T est égal à 2 pi fois racine carrée de RT plus H au cube sur GMT. Voilà. Cas des satellites géostationnaires que vous pourrez voir avec le logiciel Solstice. Nous voyons deux types de satellites. Le premier satellite Afristar, qui est un satellite géostationnaire, c'est-à-dire qui reste toujours au-dessus du même point de la Terre. Et nous voyons également un second satellite XMM qui se déplace, donc qui est mobile par rapport à un référentiel terrestre. Sur l'animation en 3 dimensions, nous voyons bien Afristar ici qui a une trajectoire circulaire. Cette trajectoire circulaire s'inscrit dans le plan de l'équateur. Ici l'autre satellite qui a un mouvement elliptique et qui ne reste jamais au-dessus du même point.
Un satellite est géostationnaire s'il est toujours situé au-dessus du même point de la Terre. Il est immobile dans un référentiel terrestre. Comme son plan orbital doit contenir le centre de la Terre, son orbite est dans le plan de l'équateur comme nous le voyons sur ce schéma. Sa période de révolution t est égale à la période de rotation de la Terre dans le référentiel géocentrique, référentiel placé au centre de la Terre. Cette période est appelée également jour sidéral.